Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un article qui parle de la faisabilité et de la sécurité d'utilisation du dioxyde de carbone dans le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc, c'est une étude qui est multicentrique prospective et qui est sortie dans le JVES de novembre 2024. Et c'est une équipe italienne qui a fait ça. Euh, Oui. Le produit de contraste qui est utilisé actuellement et qui est largement utilisé, c'est le produit de contraste iodé. On n'est pas sans savoir que c'est très néphrotoxique avec des néphropathies induites par le contraste, qui sont la troisième cause de lésions acquises à l'hôpital, qui engendre aussi des allongements des durées d'hospitalisation et des coûts d'hospitalisation et des réactions allergiques importantes. L'alternative qui est actuellement recommandée par le SVS maintenant, c'est l'utilisation du dioxyde de carbone comme agent de contraste. Vous avez eu récemment en périphérique ou en aortique des problèmes de néphrotoxicité importante ou pas? Non. Non. Euh, donc, juste savoir un peu comment ça fonctionne. On injecte du CO2 dans le sang du patient, c'est mélangé à l'eau. Ça se transforme en acide carbonique qui se transforme ensuite en bicarbonate dans les capillaires. Et c'est comme ça qu'il se diffuse dans le sang et son élimination ensuite est pulmonaire avec une retransformation du HCl, enfin, du bicarbonate en CO2. Et c'est comme ça qu'il est éliminé. Donc, il présente des propriétés qui sont complètement différentes du produit de contraste iodé, avec notamment une clairance intravasculaire qui est très élevée, avec une répartition dans le volume sanguin de 80%. Une flottabilité, c'est-à-dire que le CO2 a une densité qui est plus faible que le sang et se retrouve en, en superficie par rapport au sang. Une viscosité qui est très faible, environ 400 moins fois, 400 fois, 400 fois, ouais, 400, ouais, beaucoup moins que contraste, vous m'avez compris, ouais. Beaucoup moins que le produit de contraste, donc plus facile à injecter dans des cathéters de petit diamètre et il se diffuse plus facilement dans les capillaires de faible diamètre et un temps de dissolution rapide, donc comme je disais, très facilement éliminé simplement par la respiration. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer la faisabilité et la sécurité d'une procédure EVAR qui va être standardisée à l'aide de l'utilisation de l'angiographie au CO2 uniquement. Je peux venir sur la précédente? J'ai une question. Donc, l'idée, c'est que le gaz flotte à la partie Oui, supérieure. c'est ce qu'on va voir ensuite, ça va être... Mais si on fait des profils ou C'est ce qu'on va voir des après. incidences, c'est pas, ça peut pas tromper un petit peu C'est le... justement complètement. Donc, c'est une étude qui est nationale, qui a été faite en Italie, qui est prospective, multicentrique, non randomisée. Elle a été faite donc de janvier 2023 à janvier 2024. Ils ont utilisé l'objectif, c'était d'utiliser le dioxyde de carbone comme produit de contraste exclusif. Ils ont utilisé pour cela un injecteur automatique, l'Angio-Droid SPA, qui est créé, enfin, qui est créé en Italie. Et pour ça, ils ont pris des équipes de chirurgiens vasculaires et de techniciens radiologues qui ont été formés pendant 2 ans au minimum pour cette procédure. L'inclusion, donc ils ont inclus des anévrismes de l'aorte abdominale qui étaient asymptomatiques avec des diamètres de plus de 55 mm de diamètre, donc d'indication chirurgicale. L'anatomie était compatible avec une prise en charge vasculaire et les patients devaient pouvoir donner leur consentement éclairé, volontaire et écrit. Ils ont exclu donc les patients de moins de 18 ans, les pathologies obstructives majeures, donc comme les occlusions aortiques ou qui nécessitaient des procédures supplémentaires et plus complexes, des anomalies aortiques congénitales et des contre-indications à l'utilisation du CO2, comme les études artérielles supradiaphragmatiques, les insuffisances pulmonaires, les communications interatriales, etc. Donc, ils ont protocolisé toutes leurs procédures parce que ça a été fait dans 10 centres pour que ça puisse être reproductible dans chaque centre. Donc, l'étape 1, c'était tout d'abord d'être dans une salle d'angiographie ou dans une salle hybride avec un C-arm. Ensuite, c'était des abords bilatérales, soit chirurgicaux, soit percutanés, avec la mise en place de 2 introducteurs de 11 French. Ensuite, ils connectaient l'injecteur au côté de là où était monté le cordon de prothèse. Et de l'autre côté, ils montaient un introducteur de 6 French en regard des rénales, donc vers L1, L2. À partir de là, ils réalisaient une première injection qui permettait d'évaluer, donc comme on voit sur la figure A, une évaluation donc, de la bifurcation iliaque et des bifurcations hypogastriques, et avec un SIAM qui était posé à 10 degrés de cranial.
ils injectaient un volume de 100 millilitres de CO2 avec une pression de 650 mg de mercure. Ensuite, ils montaient le corps de l'endoprothèse qui positionnait à peu près aux alentours de L1 et 2. Ils faisaient une deuxième angiographie pour repérer les artères rénales avec un même volume et une même pression. Ils positionnaient l'endoprothèse, ils larguaient l'endoprothèse et ensuite ils faisaient une angiographie finale. À savoir juste que le gaz peut se fragmenter, donc ils rinçaient le cathéter à chaque connexion et ils attendaient un intervalle à peu près de 2 minutes entre deux injections pour éviter des effets indésirables mineurs du CO2. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, il y a des problèmes de visualisation à cause du CO2 et c'est pour ça qu'ils ont essayé, pour que ce soit reproductible dans chaque centre, de protocoliser des étapes pour permettre la meilleure visualisation des artères rénales et que ce soit fait à peu près dans chaque centre de la même façon. Donc l'étape A, c'était en cas de mauvais positionnement de l'intro, il fallait rapprocher l'introducteur du vaisseau cible et répéter l'angiographie avec cette fois-ci le même volume de CO2 mais une pression un peu plus augmentée à 750 mm de mercure, comme on voit sur les images là. L'étape B, c'était cette fois quand les artères rénales avaient une position entre 3 heures et 9 heures, d'incliner la table aux alentours de 5 à 10 degrés dans la position opposée du vaisseau cible et de répéter l'angiographie. Donc, comme on voit là, c'est ce qu'on parlait là, de la flottabilité tout à l'heure, que les bulles de gaz, selon la position des artères rénales, suivent la gravité et donc permettent de plus ou moins visualiser l'anatomie des vaisseaux. L'étape C était cette fois-ci, donc si malgré les deux étapes précédentes, on n'arrivait toujours pas à voir l'artère cible, c'est de cathétériser cette artère et de répéter l'angiographie cette fois-ci directement dans le vaisseau avec un moindre volume et une moindre pression. Et enfin, l'étape D, ça c'était pour les dispositifs uniquement repositionnables. C'était une fois d'ouvrir un peu l'endoprothèse, de faire à nouveau une angiographie dans un volume qui est plus restreint que dans l'anévrisme et de visualiser les artères de cette façon et ensuite de repositionner l'endoprothèse au bon endroit. Et enfin, l'étape E, si aucune des étapes n'était concluante, c'était d'injecter du produit de contraste iodé. Donc, le critère de jugement principal, c'était le succès technique de la procédure, le succès clinique à 30 jours, donc l'absence d'événements indésirables majeurs, et la faisabilité de la procédure EVAR sans utilisation de produits de contraste iodés, à savoir une perméabilité de l'endoprothèse et des artères viscérales et rénales, l'absence de conversion chirurgicale ou de décès, et l'absence d'endofuite de type 1 ou 3. À cela, ils ont évalué aussi des critères de jugement secondaires, donc des résultats à 1 an, des décès, la mortalité globale, etc. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas pu interpréter ces résultats parce que pour l'instant, ils n'avaient pas les données à 1 an. Et les événements indésirables liés au CO2, donc mineurs, à savoir les troubles gastro-intestinaux, et majeurs tels que les embolies gazeuses, les vapeurs loques, l'athéroembolie ou l'ischémie de moelle épinière ou la neurotoxicité. Le suivi, c'était un suivi tout d'abord à J1 avec une évaluation clinique et une échographie Doppler. À 1 mois, pareil, une évaluation clinique, une échographie Doppler et un angioscanner. Ou alors, en fonction de la fonction rénale, faire une échographie améliorée par contraste avec un scanner simple. Et à 1 an, pareil, de faire une échographie Doppler de contrôle avec une évaluation de la fonction rénale. À savoir s'il y avait des nouvelles endofuites, il est recommandé de faire une évaluation avec une échographie améliorée par contraste. Et si les endofuites étaient plus complexes, donc à haut débit, ou s'il retrouvait des complications liées à l'endoprothèse, il est recommandé de faire un scanner, voire un angioscanner. Donc, ils ont réussi à analyser 293 patients. L'étude initiale, c'était vraiment d'analyser qu'un seul groupe sans produit de contraste iodé. Mais là, ils ont dû utiliser du produit de contraste iodé pour à peu près 20% des patients. Donc, ils sont permis d'analyser pour une facilité d'interprétation des résultats, de comparer ces deux groupes, même si l'étude n'était pas faite pour ça initialement. Donc, on a à peu près 80% de patients dans le groupe zéro contraste et 20% de patients qui ont eu besoin, pour lesquels ils ont eu recours à l'injection de produits de contraste iodé. Donc, dans le tableau des données comparatives initiales, les deux groupes étaient sensiblement comparables, sauf pour deux choses.
le diamètre aortique maximal était plus important. On retrouvait un diamètre aortique plus important chez les patients chez qui il avait nécessité l'injection de produits de contraste iodés et aussi des artères rénales qui étaient plus positionnées de plus basse, donc entre 3 et 9 heures, et spécifiquement à 5 et 7 heures dans le groupe où ils ont dû utiliser du produit de contraste iodé. Donc ça, c'est le tableau de baseline. Donc c'est ce que je disais, il regroupe les données démographiques, etc., etc. Le seul point, c'était peut-être le seul point intéressant, la fonction rénale de départ. On voit que c'est sensiblement comparable entre les groupes. C'est pas il n'y a pas d'insuffisance rénale, là. Ben, il y a des stades 3-4 à 30% à peu près dans les deux groupes. D'accord, parce que ouais, et en termes de comment dire de clairance, on est sur un Mais minimum de 50 dans bah, chaque groupe, quoi. C'est ça? en minimal, non, ça fait à peu près du 170. D'accord. Ouais, c'est vrai, j'aurais Et la des DHG à filtration. 60. Concernant les résultats, alors l'étude n'a pas été faite pour comparer les deux résultats, donc si on y va étape par étape, il y a une majorité donc, d'endoprothèses sous-rénales qui ont été posées. C'était des apports percutanés en grande majorité. Le temps opératoire de fluoroscopie était retrouvé allongé chez les patients chez qui il avait nécessité d'injecter du produit de contraste iodé. Et ensuite, dans la majorité des cas, ils ont dû utiliser quand même les procédures adjuvantes, telles que les étapes A, B, C ou D. Et il y a eu une complication qui a été retrouvée, une occlusion de membre. Donc tu dis infrarénal stent graft, c'est sans stent suprarénal. Il ne le détaille pas, mais je crois que c'est ça. À 30 jours, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un décès qui n'est pas lié a priori à l'endoprothèse, mais une progression enfin, pas un effet indésirable, pas une suite de la pose de l'endoprothèse, mais une progression d'un cancer. Il y a eu des endophytes de type 2 qui ont été retrouvées, mais aucune endophyte de type 1 ou 3. Des éléments indésirables majeurs tels que des infarctus du myocarde, des AVC, des ischémies, une ischémie dige aussi qui a été retrouvée, et un succès clinique à 30 jours qui a été évalué à 96%. 96%, ouais. Et concernant la fonction rénale, on voit une dégradation de la fonction rénale avec une augmentation, enfin des taux d'insuffisance rénale aiguë qui ont été retrouvés dans le groupe injection de produits de contraste, et ce de manière significative entre les deux groupes. Donc concernant les résultats, donc à J1, il y a les résultats techniques, il y a il y a eu un succès technique dans 99% des cas, donc il y a juste eu une occlusion de membre. Les complications, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est soit liées aux comorbidités existantes, donc les infarctus du myocarde, AVC, etc., liées à la procédure ou des événements indésirables qui étaient spécifiques du CO2, à savoir les troubles gastro-intestinaux. L'angiographie au CO2 adjuvante, elle a été réalisée dans 170 procédures, donc environ 60% des procédures. Dans 90% des cas, c'était pour mieux visualiser l'artère rénale et dans 10% des cas, c'était pour mieux visualiser les hypogastriques. La libération du corps principal avait nécessité au minimum 2 procédures d'angio adjuvante et une procédure d'angio adjuvante pour le largage des jambages. Concernant l'étape E, donc l'injection de produits de contraste, elle a été utilisée dans 53 procédures, donc environ 20% des procédures, avec un volume médian de 20 ml de produits de contraste qui a été injecté. Le motif de recours de l'utilisation du produit de contraste, c'était le défaut de visualisation de l'artère rénale ou de l'hypogastrique cible, ou bien des résultats qui étaient non concluants de l'angiographie finale, à savoir est-ce qu'il y a vraiment une endofuite et de quel type, et la survenue d'une complication. Les facteurs prédictifs, comme on disait tout à l'heure, de l'utilisation du produit de contraste, c'était d'avoir un sac anévrismal de plus de 70 mm et une position de l'artère rénale la plus basse entre 3 et 9 heures. À J30, donc, on n'avait aucun perdu de vue. Le taux de mortalité était à 0,3%, donc un décès. Le succès global à J30 était de 96,6%. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des insuffisances rénales qui ont été retrouvées, donc 5 dans le groupe produit de contraste, à peu près 10%.
et ce de manière significative, donc plus élevée que dans le groupe sans produit de contraste. Et c'était des patients qui avaient une fonction rénale qui était compromise avant le début de l'étude. Et ces patients n'ont pas nécessité de dialyse à 14 mois de suivi. Donc, qu'en concluent les auteurs que c'est donc la plus vaste enquête qui a été menée à ce jour, qui étudie à la fois la faisabilité et la sécurité de l'angiographie au CO2. Dans la littérature, on retrouve que la faisabilité de l'EVAR sans produit de contraste est plutôt estimée à 25%, alors que là, on les retrouve à 82% dans cette étude. Et ce qui s'explique par le fait d'avoir planifié et standardisé une procédure et d'avoir des protocoles standardisés pour mieux visualiser les vaisseaux. Concernant les taux opératoires et de fluoroscopie, ils recommandent une étude plus approfondie, mais c'est compréhensible parce que s'ils n'ont pas réussi à visualiser les vaisseaux sans produit de contraste, c'est sûr que ça a pris plus de temps s'ils devaient cette fois injecter du produit de contraste. Concernant la moins bonne qualité de l'imagerie, donc là, ils expliquent que justement, c'est suffisant, ça a été suffisant dans 82% des patients, qu'il faut à la fois une formation et une expérience qui sont indispensables pour pouvoir utiliser, et ce, de manière efficace, l'angiographie au CO2. Il parle aussi pas mal sans détailler vraiment, le traitement des images avec des logiciels de fusion, et qu'il faut avoir surtout des protocoles qui sont standardisés, notamment pour les difficultés anatomiques des patients, et notamment les positions des artères rénales. Il rappelle les avantages de l'utilisation du CO2, il n'y a aucune toxicité rénale ou systémique qui est retrouvée, c'est non allergène, largement disponible à l'hôpital et de coûts très faibles, et c'est ce qui a été retrouvé dans plusieurs études. Concernant l'insuffisance rénale à 1 mois, donc chez les patients qui avaient déjà une fonction rénale qui était compromise, c'est concordant avec littérature. Ils proposent d'utiliser un protocole d'EVAR sans produit de contraste, donc avec des outils qu'on verra juste après, et de faire bien évidemment une étude comparative de la mise en place des EVAR avec produit de contraste et sans produit de contraste. Et voilà, le taux de mortalité, tout comme je disais, il y a un seul décès qui a été retrouvé à J30, ce qui concorde avec les études précédentes à peu près, idem pour les taux de complications et de réintervention, et qu'il n'y a aucun événement indésirable grave qui a été rapporté, mais que des événements indésirables mineurs liés au CO2, à savoir des troubles gastro-intestinaux qui ont été retrouvés. Ils ont analysé un seul type d'injecteur qui est l'angiodroïde. Ils estiment fiable, polyvalent et facile à utiliser. Et notamment, sa particularité, c'est que ça permet de déterminer le volume délivré et la pression d'injection. Il y a beaucoup d'autres injecteurs qui sont actuellement sur le marché. La seule limite, c'est que il y a un manque de standardisation des procédures et beaucoup de dispositifs qui n'ont pas encore été vraiment étudiés. Et d'où l'intérêt d'avoir toute une procédure protocolisée et un injecteur automatique. Enfin, tac, tac, tac. Ils expliquent que par rapport aux études qui ont été faites, il y a une moindre utilisation du produit de contraste qui a été faite dans cette étude, environ 18%, alors que c'est plutôt retrouvé à 50% dans les autres études, et qu'il faut détailler les alternatives aux produits de contraste, à savoir la fusion d'images, l'échographie intravasculaire, voire même les technologies real shape, donc les fibres optiques intravasculaires, qui sont des techniques prometteuses qui permettent donc de réduire les expositions, le volume de produits de contraste utilisé et le temps d'opération. Les limites de cette étude, c'est que c'est une cohorte qui est large avec des biais de sélection des patients. Ils n'ont pas analysé certaines variables qui auraient pu être susceptibles d'avoir influencé les résultats. Et comme je disais au début, c'est que c'est une étude qui n'était pas faite pour comparer deux groupes, ce qu'ils ont fait pour faciliter l'interprétation des résultats, mais ce n'était pas initialement prévu pour. Et donc, il conclut en disant que la sécurité et la faisabilité du protocole EVAR standardisé a pu être réalisée chez 82% des patients. Les limites sont principalement des facteurs anatomiques, donc comme on le disait, la position des artères rénales. Donc, c'est des résultats qui sont prometteurs, mais il faudrait bien évidemment un essai contrôlé randomisé pour pouvoir conclure à des résultats fiables. Merci. Des questions, des remarques? Pas trop de détails sur l'utilisation de la fusion. Pas du tout, non.
Ils le mettent un peu comme ouverture, mais pas du tout comme. Et l'utilisation des endoprothèses avec stent suprarénal ou pas, parce que ça aussi. Alors, dans les suppléments, je crois qu'ils détaillent le type d'endoprothèse et exactement qu'ils mettent. Parce que c'est vrai qu'avec la fusion, les quantités d'iode sont très faibles, en fait, utilisées sur des procédures infrarénales. Puis autre chose, je trouve que le maximum de contraste qu'on fait, c'est pas tellement l'heure de procédure, c'est tout le suivi, quoi. Ouais, Donc, sûr. Le Ce scanner, qu'ils permet, disent, là, c'est que le suivi, ils ne recommandent pas spécialement un suivi avec des enjeux au scanner, mais Ouais. plus des échos avec du Ouais. contraste amélioré. je crois que dans les recommandations, c'est le scanner qui est recommandé, hein, c'est pas l'écho. Hein. Non, au début, à 1 mois, c'est l'angioscan. Et ensuite, si c'est normal, on fait un angioscan et un écho-doppler. Et ensuite, on peut suivre avec un écho-doppler de contraste. Il y a quelque chose qui t'a dit, c'est extrêmement important d'un point de vue méthodologique, et les reviewers ont dû être plus stricts là-dessus, je trouve. C'est qu'ils ont distingué un deuxième groupe qui n'a pas, pas à être à distinguer. C'est-à-dire, il y a, de fait hein, ils utilisent 2 colonnes, enfin 3 colonnes, overall, sans produit de contraste et avec produit de contraste. Et en fait, intuitivement, on va vers cette comparaison et ils poussent aussi dans le texte, j'ai l'impression, en tout cas vers cette comparaison. Sauf cette comparaison n'a rien à voir. Non, bah, c'est pas interprétable. Il y a des petits P partout, etc. Enfin, c'est pas une étude c'est une étude qui est intéressante d'un point de vue registre, hein, il y a un registre important, bon, mais méthodologiquement, on ne peut pas comparer les deux groupes du tout. Et la comparaison est faite sans arrêt. Ça, c'est trompeur un peu. Concernant les complications, il y a 5 patients qui sont passés en insuffisance rénale, c'est Dans ça? le groupe produit de contraste, ouais. Et 2 dans Et le. 2 D'accord. Et on sait pourquoi dans le groupe. Non, C'est une maladie qui avait une fonction rénale altéré déjà. de base. Ouais, de base. On ne sait pas quel type de préparation ils ont eu, quel remplissage ils ont eu en post-op, etc. Pas du tout, non. Ouais, Non, ne détaille pas du tout. Ok. D'autres questions, Marc? Non? Bon, bah, à suivre en tout cas. Bon, c'est intéressant en tout cas, ça permet d'avoir des données. Et puis on attend l'essai comparatif qui, lui, pourra au moins conclure sur l'utilité par rapport à. Il y a les résultats à 1 an aussi qui doivent sortir dans une deuxième étude. D'accord. Merci, Hortense.